C'est là où vous voyez les caractères différents. Je suis un nostalgique. Il croit assez naïvement à l'avenir. Je pense que l'homme décline, se désagrège, s'abâtardit, s'adultère, que nous ne sommes rien par rapport aux géants qui nous ont précédés, et que nos successeurs seront encore plus homonculaires que nous ne le sommes. Lui, sans aucun doute, croit en l'avenir. Probablement une lecture abominable de Rousseau, qui a fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. Il n'arrive pas à se libérer de cette lecture corruptrice de son adolescence. Quel était le dessein de Charlemagne lorsqu'il a prétendument créé l'école, ce qui est faux puisque ça existait déjà dans la Grèce et à Rome? Le dessein de Charlemagne se rapportait à un besoin d'unification du latin. En effet, le latin était la langue officielle de l'Empire franc. Une pensée qui n'est pas formulée n'est pas encore une pensée, c'est de l'aléatoire incertain. Nous sommes d'accord sur ça. En revanche, lorsque l'optimiste qu'il est dit que parce que c'est une manière de penser, une langue ne peut pas mourir, ou à supposer qu'elle mourut, il reste la manière de penser qui lui a donné naissance et qu'elle a, par une sorte de symétrie heureuse, permis de forger, je n'en crois rien. Mesdames et messieurs, un linguiste qui s'appelle Claude Agege, Institut de France, nous apprend qu'il y a à peu près 5 ou 6 000 langues dans notre bel univers. Mais il nous apprend aussi qu'il y a 25 langues qui meurent par an. Il faut donc en conclure que la langue peut être un instrument politique, un instrument de gouvernement et, par la force des choses, un instrument de domination. Nous nous situons donc dans ce propos autour de 800 de notre ère. Mais regardez ce frémissement de l'aurore, ces langues nouvelles, la beauté des chats et des SMS, et le bonheur de cette manière presque physiologique de parler, la grandeur de l'onomatopée, la beauté du borborigme, c'est-à-dire le langage de notre jeunesse acculturée. Il croit en cela. Quant à moi, je pense de manière générale que l'humanité va disparaître, et j'ajoute que c'est un bon débat. Il y avait un grave problème d'évolution de la langue. Comment pouvoir attendre de quelqu'un qui est à Saint-Pétersbourg ou à Vienne ou à Berlin qu'il apprenne une langue au prix d'efforts certains lorsque, 10 ans plus tard, la langue aura changé en France? Donc je vous prie de dire du bien, beaucoup de bien de l'anglais et peut-être même de l'américain qui est la forme abâtardie de l'anglais. Au fond, l'américain, c'est l'anglais sans culture. Et ne dites rien non plus sur le style administratif qui concourt tellement à la mort des langues. Dites-leur, me dit Christelle, qu'il n'y a pas de plus belle manière que d'écrire, que de faire des rapports de fonctionnaires. Il est évident pour nous que des personnalités aussi importantes qu'Aimé Césaire ou Léopold Senghor constituent précisément cette élite. Mais là, nous voyons apparaître aussi une autre dimension de la langue. La langue n'est pas seulement l'instrument politique dont j'ai parlé jusqu'à présent, elle est avant tout un instrument culturel. À Antioche, à Jérusalem, en Syrie, en Morée, on parlait français partout. On a recommencé à parler français partout à partir du XVIIe ou du XVIIIe. Mais pourquoi? Au-delà de la... C'est un Français du nom d'Invéniste, un philologue, qui s'est interrogé sur la valeur du traité d'Aristote intitulé La logique, l'organon d'Aristote. Pour chacun de nous, il paraît évident que les rapports entre des événements peuvent se qualifier de cause ou d'effet, de circonstances, de rapport de temps. C'est ce que l'on trouve naturellement dans la grammaire, avec tout ce qu'elle peut comporter d'ennuyeux. Je m'excuse auprès de mes anciens élèves de leur avoir infligé des... Et donc vous voyez qu'une langue rayonne parce qu'elle porte en elle une aptitude à avoir conçu un monde, ou une discipline, ou une aptitude à avoir été la porteuse ou l'initiatrice d'abord
d'un message qui a vocation, qu'il soit religieux, qu'il soit culturel, qu'il soit révolutionnaire, à se répandre. Alors maintenant que je vous ai dit, mais très superficiellement, pourquoi une langue prospère et s'étend, je vais vous dire pourquoi les langues meurent et pourquoi le français meurt. J'ai 1 heure, 2 heures, 3 heures, 17, combien de temps est-ce? Que le français, au lieu de s'enrichir, si l'on peut s'exprimer ainsi, avec des mots d'origine étrangère qui font tache dans la langue, qui font tache dans les dictionnaires, et surtout qui nous écrabouillent les oreilles avec des prononciations qui sont totalement étrangères à celles du français. Au lieu de cela, puisons dans notre propre patrimoine. De savoir si nous avons encore une littérature depuis la fin du 19e est une question qui peut rester ouverte. Mais là, nous avons des écrivains. Est-ce que nous avons une littérature? On a vu apparaître une revendication féminine de l'orthographe. Et voilà que tout d'un coup, les femmes se sont mises à écrire le français sans référence au latin. Et elles ont même poussé l'impudence jusqu'à écrire savoir S-A-V-O-I-R. Comment voulez-vous qu'une langue survive lorsque l'on ne dit plus avec orgueil ma langue? Et dire ma langue parce que ce n'est pas la tienne, comme on dit mon Dieu parce que ce n'est pas le tien. Se construire contre l'autre, la seule manière de pousser en hauteur. Une politique des langues. La France a une politique de la souillure, s'agissant de la langue. Parce qu'elle ne la revendique plus comme étant l'élément central, vertical, absolu de son identité. C'est vous dire à quel point une réforme phonétique de l'orthographe bouleverserait complètement l'accès à la culture et l'accès au texte. 2 cultures ont fait cette expérience catastrophique. La première, c'est la Grèce. La politique égalitaire est aussi un des facteurs de la mort des langues. Pourquoi? Parce que la langue est élitaire. Elle est totalement hiérarchisée. Elle dit totalement l'homme. Je vous assure qu'avec 50 ans d'expérience, quand quelqu'un me dit bonjour, je sais à sa manière de me dire bonjour combien de livres il a lus et combien il en a colorié. Il y a un trésor enfoui dans ce champ. Cultivez ce champ, retournez-le et arrivez à faire briller cette langue, à la faire resplendir, polissez-la, châtiez-la, enseignez-la, propagez-la, soutenez-la et surtout, soyez fiers de parler français. On change de président du Conseil fédéral. Vous avez entendu des gens se plaindre parler. Vous avez raison, vous avez raison, vous avez 1000 fois raison. Oui, oui, frappez-moi. Vous avez déjà entendu le président de la Confédération parler. Comment voulez-vous qu'on ait le sens de la langue quand un orateur francophone donne à croire que c'est un Suisse alémanique qui s'applique chaque fois qu'il prend la parole? C'est monstrueux.